Le réveil sonna à 6h30, comme chaque matin depuis 7 ans. Bérengère Fleury ouvrit les yeux dans la chambre baignée de cette lumière grise si caractéristique des matins parisiens. À côté d'elle, Octave dormait encore, le visage tourné vers le mur, ses épaules formant une barrière invisible mais parfaitement tangible. Elle l'observa quelques instants, cherchant sur ses traits endormis une trace de l'homme qu'elle avait épousé. Cet homme qui, autrefois, la regardait avec une intensité qui lui coupait le souffle. Maintenant, même dans le sommeil, il semblait lui échapper. Bérengère se leva sans bruit, ses pieds nus effleurant le parquet froid de leur appartement du 15e arrondissement. Dans la cuisine, elle prépara le café comme elle le faisait toujours, fort pour lui, plus doux pour elle. Un rituel qui n'avait plus rien de romantique, juste une habitude mécanique dans cette vie à deux qui ressemblait de plus en plus à deux vies parallèles. « Tu pars tôt aujourd'hui ?» demanda-t-elle quand Octave apparut enfin, déjà habillé de son costume impeccable. Il hocha la tête en attrapant sa tasse, évitant son regard. « Présentation du projet Montmartre. Ça va être long. » Bérengère acquiesça, réprimant l'envie de lui demander s'il rentrerait pour dîner. Elle connaissait déjà la réponse. Peut-être, ou plutôt probablement pas. « Octave. » Elle hésita, puis posa sa main sur son bras. « On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble ce week-end. Une promenade au Luxembourg, ou... » Il serait dit imperceptiblement sous son toucher. « J'ai du travail en retard, une autre fois. Toujours une autre fois. » Bérengère retira sa main, sentant cette familière sensation de rejet qui lui nouait l'estomac. 7 ans de mariage, et elle avait l'impression d'être une étrangère dans sa propre vie. Après son départ, elle resta seule avec le silence oppressant de l'appartement. Les murs couleur crème qu'ils avaient choisis ensemble autrefois lui paraissaient maintenant ternes, comme délavés par l'absence d'émotions partagées. Son téléphone vibra. Un message de sa collègue Lucille. « Café ce midi? Tu as l'air fatigué ces derniers temps. » Fatigué. Le mot était faible. Bérengère se sentait épuisée par cette lutte constante pour obtenir ne serait-ce qu'un regard, un sourire sincère, un geste tendre. Elle, qui passait ses journées à aider ses patients à retrouver l'usage de leurs membres, à reconstruire leur mobilité, se trouvait elle-même paralysée dans sa propre relation. En se préparant pour aller au centre de rééducation où elle travaillait, Bérengère croisa son reflet dans le miroir de l'entrée. Ses cheveux châtains encadraient un visage encore jeune, mais ses yeux verts trahissaient une lassitude profonde. Quand avait-elle commencé à se perdre de vue? Elle repensa à leur rencontre, 9 ans plus tôt, dans ce café de Saint-Germain. Octave était différent alors, plus présent, plus vivant. Il lui parlait de ses projets architecturaux avec une passion qui l'enflammait. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Où était passé cet homme? La journée au centre s'écoula dans la routine réconfortante du travail. Bérengère aidait Madame Dubois à retrouver l'usage de sa main droite après son AVC, encourageait M. Patel dans ses exercices de marche, riait avec la petite Camille qui réapprenait à tenir un crayon. Ici, elle se sentait utile, vivante. Ici, ses gestes avaient un sens. Mais à 18h, il fallait rentrer, retrouver cet appartement silencieux, cette vie à moitié vécue. Octave n'était pas là, évidemment. Bérengère dîna seule face à la télévision éteinte, écoutant les bruits de la rue en contrebas. Des couples qui riaient, des enfants qui criaient, la vie qui pulsait dehors pendant qu'à l'intérieur, elle s'étiolait doucement. Il rentra vers 22h, les traits tirés, la chemise froissée. Il la salua d'un signe de tête distrait et fila directement vers son bureau. « Tu as mangé ?» lui cria-t-elle depuis le salon. « J'ai pris quelque chose en route. » « Bien sûr, toujours quelque chose en route, toujours ailleurs, toujours absent. » Cette nuit-là, allongée dans leur lit conjugal qui ressemblait plus à 2 lits séparés, Bérengère fixa le plafond en se demandant combien de temps encore elle pourrait tenir, combien de matins identiques, combien de soirées solitaires, combien de tentatives repoussées avant que quelque chose en elle ne se brise définitivement. À côté d'elle, Octave dormait déjà, tournant le dos à ses questions silencieuses, à sa solitude, à cet amour qui se mourait faute d'être nourri. Dans l'obscurité, une larme roula sur sa joue. Demain, elle essaierait encore. Mais pour combien de temps encore aurait-elle cette force? 3 semaines s'écoulèrent dans la même mélodie monotone. Bérengère avait cessé de compter les tentatives avortées, les gestes tendres ignorés, les invitations poliment déclinées. Elle observait maintenant Octave avec une curiosité presque scientifique, comme si elle étudiait un spécimen rare dont elle tentait de comprendre le fonctionnement. Ce matin-là, en préparant le petit déjeuner, elle le vit consulter son téléphone avec cette concentration qu'il réservait habituellement à ses plans d'architecture.
Son visage s'illumina brièvement, une micro-expression qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-elle en posant devant lui sa tartine beurrée. Octave leva les yeux, semblant revenir d'un autre monde. « Oh, oui, le projet Montmartre a été accepté. C'est important pour le cabinet. » Pour la première fois depuis longtemps, Bérengère vit une étincelle dans ses yeux bleus. Cette passion qui l'avait séduite autrefois existait encore, mais elle était réservée à ses créations de béton et d'acier, pas à leur relation. « C'est formidable, Octave. Tu dois être fier. » Il acquiesça, déjà en train de réendosser sa carapace habituelle. « Il faut que j'y aille. L'équipe m'attend. » Elle le regarda partir, remarquant pour la première fois en semaine qu'il avait presque souri. Presque. Au centre de rééducation, Bérengère retrouva M. Moreau, un homme de 60 ans qui réapprenait à marcher après un accident de moto. Contrairement à ses autres patients habituellement volubiles, Henri Moreau était d'un naturel silencieux, presque bourru. « Vous savez, Madame Fleury, » dit-il soudain pendant qu'elle guidait ses pas hésitants, « ma femme me reproche toujours de ne rien dire. Elle dit que je suis fermé comme une huître. » Bérengère ralentit, surprise par cette confidence inattendue. « Mais ce n'est pas que je n'ai rien à dire, » continua-t-il en serrant les dents sur l'effort. « C'est que les mots, ça fait peur parfois. Une fois qu'on les dit, on ne peut plus les reprendre. » Ces paroles résonnèrent étrangement en elle. « Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur, monsieur Moreau ?» Il s'arrêta s'appuyant sur les barres parallèles. « De découvrir que ce qu'on ressent n'est pas partagé. Ou pire, que ça l'était, mais qu'on l'a tué à force de silence. » Le cœur de Bérengère se serra. « Votre femme, elle sait que vous l'aimez. » Henri Moreau la regarda avec ses yeux fatigués. « Je l'espère. Mais après 40 ans de mariage, j'ai parfois l'impression qu'espérer ne suffit plus. » Cette conversation la hanta le reste de la journée. En rentrant chez elle, Bérengère trouva Octave dans son bureau, penché sur ses plans. La lumière de la lampe sculptait son profil concentré, et elle fut frappée par sa beauté austère. Cet homme qu'elle aimait était là, à 2 mètres d'elle, mais il aurait pu se trouver sur une autre planète. « Octave ?» Il leva la tête, l'air légèrement agacé d'être dérangé. « Je pensais qu'on pourrait célébrer ton succès. J'ai acheté cette bouteille de Sancerre que tu aimes. Je ne peux pas. Cette présentation m'a pris du retard sur les autres dossiers. Toujours les autres dossiers. Toujours quelque chose de plus important qu'eux. Juste un verre, insista-t-elle doucement. Pour partager ta réussite, Octave soupira, reposant son crayon avec un geste d'impatience contenue. Bérengère, tu sais que j'ai des échéances. Ce n'est pas le moment. Ce n'était jamais le moment. Pour rien. Jamais. Elle resta plantée dans l'embrasure de la porte, observant cet homme qui était techniquement son mari, mais qui lui paraissait de plus en plus étranger. Quand avait-il cessé de la voir? Quand avait-elle cessé d'exister pour lui? D'accord, murmura-t-elle, je comprends. Mais elle ne comprenait plus rien, en réalité. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité, Bérengère écouta la respiration régulière d'Octave. Elle se souvenait de l'époque où elle aimait s'endormir en l'écoutant respirer, où ce son la rassurait. Maintenant, il lui rappelait seulement à quel point ils étaient devenus étrangers l'un à l'autre. Elle pensa à M. Moreau et à ses 40 ans de mariage silencieux. Était-ce cela qui l'attendait? Des décennies à espérer un regard, un geste, une preuve d'amour qui ne viendrait jamais? Le lendemain matin, en préparant le café, Bérengère prit une décision qui la surprit elle-même par sa clarté. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Quelque chose devait changer ou elle devait partir. Mais d'abord, elle tenterait une dernière fois de percer cette muraille qu'Octave avait érigée autour de lui. Une dernière fois, elle essaierait de comprendre s'il restait quelque chose à sauver entre eux. Quand il apparut dans la cuisine, déjà habillée pour partir, elle se planta devant lui, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. « Octave, il faut qu'on parle. » Il consulta sa montre machinalement. « Je suis en retard, Bérengère. Ce soir, peut-être ?»« Non, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. Maintenant, pour la première fois depuis des mois, Octave la regarda vraiment. Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'avait alerté, une gravité nouvelle qu'il ne pouvait plus ignorer. Qu'est-ce qui se passe? Bérengère prit une profonde inspiration. Nous, c'est de nous qu'il s'agit. Le silence qui suivit fut si lourd qu'elle crut entendre son propre cœur battre. Octave la regardait comme s'il la voyait pour la première fois depuis longtemps, et dans ses yeux, elle crut déceler une lueur. De panique, Octave posa sa mallette sur le comptoir de la cuisine, ses gestes soudain moins assurés. Il y avait quelque chose dans le ton de Bérengère qu'il n'avait jamais entendu auparavant, une détermination froide qui le déstabilisait. « Bérengère, je... » « Assieds-toi, s'il te plaît. » Ce n'était pas une demande, c'était presque un ordre. Octave hésita, jetant un coup d'œil à sa montre,
mais quelque chose dans les yeux de sa femme l'empêcha de protester. Il s'installa face à elle, mal à l'aise, comme un enfant convoqué dans le bureau du directeur. « Depuis quand ne m'as-tu pas vraiment regardé, Octave ?» La question le prit au dépourvu. Il ouvrit la bouche, puis la referma, cherchant une réponse qui ne venait pas. « Depuis quand ne m'as-tu pas touché? Pas par accident en passant dans le couloir, pas machinalement en dormant. Vraiment touché, avec intention. » Octave sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. « Bérengère, qu'est-ce que... Réponds-moi. » Sa voix était calme mais implacable. « Quand as-tu pris ma main pour la dernière fois? Quand m'as-tu embrassé sans que ce soit par habitude? Quand m'as-tu dit que j'étais belle ?» Chaque question était comme une pierre jetée dans un lac, créant des ondulations qui troublaient la surface lisse de leur routine. Octave se sentait submergé, incapable de nager vers une réponse acceptable. « Ce n'est pas... Je ne suis pas... Tu sais bien que je ne suis pas très expressif. »« Expressif ?» Bérengère eut un rire sans joie. « Octave, hier tu as souri en lisant un message sur ton téléphone. J'ai vu tes yeux s'illuminer quand tu as parlé de ton projet. Tu es expressif. Simplement, tu ne l'es pas avec moi. » Il la regarda, vraiment la regarda, et fut troublé par ce qu'il découvrit. Des cernes sous ses yeux verts, une tristesse qu'il n'avait pas remarquée, des épaules légèrement affaissées comme sous un poids invisible. Quand était-elle devenue si fragile? « Tu exagères, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce que je t'ai manqué quand je suis parti voir ma sœur le mois dernier ?» La question claqua dans l'air matinal. Octave se souvenait vaguement de ce week-end. Il avait travaillé tard, mangé des plats préparés, regardé un documentaire sur l'architecture moderne. Un week-end paisible, en fait. Son silence fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. « Voilà, dit Bérengère doucement. Tu ne t'es même pas rendu compte que j'étais parti. C'est faux, je... » « Octave, stop !» Elle leva la main, et il se tut. « Arrête de mentir. À moi, et surtout à toi-même. » Il y eut un long silence. Dehors, la rue s'animait peu à peu. Les voitures qui passaient, les commerçants qui ouvraient leurs boutiques, la vie qui continuait pendant que la leur se délitait sous la lumière crue du matin. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» finit-il par demander, et sa voix sonnait étrangement cassée. La vérité. Bérengère le regardait avec une intensité qu'il n'arrivait pas à soutenir. « Pourquoi es-tu avec moi, Octave? Par habitude? Parce que c'est pratique? Parce que j'achète le pain et que je paie la moitié du loyer? Tu dis n'importe quoi. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu te recroquevilles quand je te touche. Pourquoi tu changes de sujet quand j'essaie de te parler de nous? Pourquoi tu as l'air soulagé quand je sors le soir avec mes amis? » Chaque accusation touchait juste, et Octave le savait. Il sentait les murs qu'il avait soigneusement construits autour de lui commencer à trembler sous l'assaut de sa sincérité brutale. « Je ne suis pas comme toi, » dit-il finalement. « Je ne sais pas. Faire tout ça. Faire quoi? Aimer ?» Le mot resta suspendu entre eux comme une épée de Damoclès. « Tu crois que l'amour c'est inné ?» continua Bérengère. « Tu crois que je suis né en sachant comment te montrer que je t'aime? J'ai appris, Octave. J'ai observé. J'ai essayé. J'ai échoué parfois. Mais j'ai continué à essayer. Toi, tu as abandonné avant même de commencer. Je n'ai pas abandonné. Alors prouve-le. » Il y avait un défi dans sa voix maintenant, mais aussi quelque chose qui ressemblait à un dernier espoir. « Prouve-moi que tu ne m'as pas abandonné. Prouve-moi que je ne suis pas en train de me battre toute seule pour sauver un mariage mort. » Octave ouvrit la bouche, cherchant les mots qui pourraient réparer ce qu'il sentait en train de se briser. Mais rien ne venait. Les mots restaient coincés quelque part dans sa gorge, prisonnier de cette peur ancestrale qu'il n'arrivait pas à nommer. Il s'arrêta, déglutit péniblement. « Je ne sais pas comment. Alors apprends. » La voix de Bérengère se fit plus douce, presque suppliante. « Apprends avec moi, pour nous. » Un nouveau silence s'installa, différent cette fois. Moins hostile, mais tout aussi lourd de non-dits et d'émotions refoulées. Finalement, Bérengère se leva, et Octave sentit quelque chose d'irrémédiable dans ce geste. « J'ai besoin d'une réponse, Octave. Pas dans 6 mois, pas quand tu auras fini tes projets en cours. Maintenant. » Elle prit une profonde inspiration, et quand elle parla de nouveau, sa voix tremblait légèrement. « Est-ce que tu m'aimes ?» La question la plus simple du monde, la plus compliquée aussi. Octave la regarda, cette femme qu'il avait épousée 7 ans plus tôt, cette femme qui partageait sa vie, son lit, son quotidien. Il chercha au fond de lui la réponse qu'elle attendait. Mais tout ce qu'il trouva fut un silence assourdissant qui disait plus que tous les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Le silence s'étira entre eux comme un gouffre béant. Octave regardait Bérengère, la bouche entr'ouverte, les mots coincés quelque part entre son cœur et ses lèvres. Sa femme attendait, debout face à lui, les mains légèrement tremblantes mais le regard inébranlable.
Octave. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Il voulut dire oui. Le mot était là, quelque part en lui, mais quelque chose l'empêchait de sortir. Une peur viscérale, irrationnelle, qui lui nouait la gorge chaque fois qu'il tentait d'exprimer ce qu'il ressentait vraiment. « C'est compliqué », finit-il par articuler. Bérengère ferma les yeux comme si elle venait de recevoir un coup. Quand elle les rouvrit, il y vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la résignation. « Compliqué », répéta-t-elle d'une voix atone. « Aimer sa femme, c'est compliqué. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Elle se rassit face à lui, et il remarqua qu'elle gardait ses mains soigneusement posées sur ses genoux, loin de lui. « Parce que moi, vois-tu, j'ai passé 7 ans de ma vie à essayer de déchiffrer ce que tu voulais dire sans jamais le dire. » Octave sentit une sueur froide perler sur son front. Il avait l'impression d'être un animal pris au piège, acculé dans un coin sans issue possible. « Bérengère, tu sais bien que... » « Les mots, ce n'est pas mon fort. »« Ah non !» Elle eut un rire amer. « Pourtant, quand tu présentes tes projets, tu es très éloquent. Quand tu expliques tes concepts architecturaux, tu trouves les mots justes. Quand tu parles de béton et d'acier, tu deviens même poétique. » Elle se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Tu sais ce que je pense, Octave? Je pense que tu sais très bien parler. Simplement, tu choisis de ne pas le faire avec moi. C'est différent. »« Pourquoi ?» Elle s'arrêta devant lui, les bras croisés. « Pourquoi est-ce différent? Pourquoi est-ce que je mérite moins d'efforts que tes clients, moins d'attention que tes plans, moins de passion que tes projets ?» Chaque question était un couteau qui s'enfonçait un peu plus profondément dans sa conscience. Octave voyait bien la douleur dans les yeux de Bérengère, mais il se sentait complètement démuni face à elle. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi » explosa-t-elle soudain. « Bon sang, Octave, explique-moi, parce que moi je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas comment on peut vivre avec quelqu'un pendant 7 ans sans jamais lui dire qu'on l'aime. Je ne comprends pas comment on peut partager un lit avec quelqu'un et le traiter comme un coloc. Je ne comprends pas comment... » Sa voix se brisa, et elle dut s'interrompre pour reprendre son souffle. « Je ne comprends pas comment j'ai pu me perdre à ce point, » finit-elle dans un souffle. Ces derniers mots frappèrent Octave comme une gifle. Pour la première fois, il réalisa vraiment l'étendue des dégâts que son silence avait causés. Cette femme brillante, généreuse, aimante, était en train de douter d'elle-même à cause de lui. « Bérengère, tu ne... » « Si. » Elle essuya rageusement une larme qui avait réussi à s'échapper. « Si, je me suis perdu. Et tu sais le pire, c'est que j'ai commencé à croire que c'était de ma faute. Que si tu ne me touchais plus, c'est que j'avais fait quelque chose de mal. Que si tu ne me regardais plus, c'est que j'avais changé, que j'étais devenue moins désirable, moins intéressante. » Octave sentit son cœur se serrer douloureusement. Il voulut protester, lui dire qu'elle se trompait, qu'elle était toujours aussi belle, toujours aussi désirable. Mais les mots restaient bloqués, prisonniers de cette maudite incapacité à exprimer ses émotions. « Regarde-moi, Octave. » Il leva les yeux vers elle, et ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Ce n'était plus la femme qu'il avait épousée, celle qui riait facilement, qui débordait de vie et d'enthousiasme. Cette femme-là avait les traits tirés, les épaules voûtées par le poids d'un amour non partagé, du moins en apparence. « Est-ce que tu vois ce que tu m'as fait ?» Sa voix était si basse qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Je ne voulais pas, » commença-t-il, « mais tu l'as fait quand même. » Elle se dirigea vers l'évier, lui tournant le dos. « Tu m'as tué à petit feu, Octave, jour après jour, silence après silence. » Il se leva brusquement, poussé par une urgence qu'il ne comprenait pas lui-même. « Bérengère, écoute-moi. » Non, elle ne se retourna pas. « J'ai écouté pendant 7 ans. J'ai écouté tes silences, tes soupirs, tes excuses. J'ai écouté le bruit de tes pas qui s'éloignaient chaque fois que j'essayais de me rapprocher. » Elle prit une profonde inspiration, et quand elle parla de nouveau, sa voix avait retrouvé une étrange sérénité. « Je n'ai plus rien à écouter, Octave. Et toi, tu n'as manifestement rien à dire. » Il voulut la contredire, la supplier, lui promettre que tout allait changer. Mais comment promettre quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir? Comment jurer qu'il apprendrait à parler d'amour quand il n'avait jamais réussi à le faire en 38 ans d'existence? Le téléphone d'Octave se mit à sonner. Un collègue, probablement, qui s'inquiétait de son retard. Il regarda l'écran, puis Bérengère, puis de nouveau l'écran. « Réponds, » dit-elle sans se retourner. « Ton travail t'appelle. » Comme toujours. « Bérengère, réponds, Octave. » De toute façon, cette conversation est terminée. Il y avait quelque chose de définitif dans sa voix qui le glaça. Une porte qui se fermait, un pont qui se coupait. « Et maintenant ?» demanda-t-il, le téléphone toujours en main. Bérengère se retourna enfin. Son visage était calme, presque serein,
mais ses yeux étaient ceux d'une femme qui venait de prendre une décision irréversible. « Maintenant, tu vas au travail. Et moi ?» Elle marqua une pause, comme si elle réalisait seulement à cet instant l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Moi, je vais réfléchir à ce que je veux vraiment pour le reste de ma vie. » Le téléphone continuait de sonner, insistant, réclamant son attention. Octave regarda une dernière fois sa femme, cherchant dans ses yeux une lueur d'espoir, une porte de sortie. Il ne trouva que de la tristesse et une détermination tranquille qui lui fit plus peur que toutes les colères du monde. Il décrocha. Bérengère regarda Octave partir, sa mallette à la main, le téléphone collé à l'oreille, déjà plongé dans une conversation professionnelle qui l'éloignait définitivement de leur cuisine, de leur moment de vérité, d'elle. La porte claqua doucement, et le silence qui suivit n'avait plus rien à voir avec celui, lourd et oppressant, des dernières années. C'était un silence différent, presque libérateur. Elle resta debout près de l'évier pendant de longues minutes, fixant la rue à travers la fenêtre. Les gens passaient, pressés, emportés par leur vie, leurs projets, leurs amours peut-être. Combien d'entre eux rentraient chez eux le soir en sachant qu'ils étaient attendus, désirés, aimés? Combien prenaient cela pour acquis? Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. Quand avait-elle commencé à se tasser sur elle-même? Quand avait-elle cessé de porter ces robes colorées qu'Octave aimait autrefois? Quand avait-elle arrêté de rire spontanément? Elle appela le centre de rééducation. « Lucille, c'est Bérengère. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Non, rien de grave. Enfin si, peut-être. Je te rappelle. » Pour la première fois depuis des années, Bérengère se retrouvait seule avec elle-même, sans les obligations du travail, sans la routine rassurante qui l'empêchait de penser. Et ce qu'elle découvrit la terrifia autant que cela la libéra. Elle ne savait plus qui elle était. Pas sans Octave, pas sans ce rôle d'épouse patiente qu'elle avait endossé depuis si longtemps qu'il était devenu sa seconde peau. Qui était Bérengère Fleury quand elle n'attendait pas un geste tendre qui ne venait jamais, quand elle ne cherchait pas désespérément à percer la carapace de son mari? Elle monta dans leur chambre et ouvrit l'armoire. Ses vêtements étaient rangés avec soin, mais ils semblaient tous ternes, choisis pour ne pas déranger, pour ne pas attirer l'attention. Au fond, derrière une pile de pulls qu'elle ne portait jamais, elle trouva ce qu'elle cherchait sans le savoir, une robe rouge qu'elle avait achetée il y a 3 ans et qu'elle n'avait jamais eu le courage de porter. Pourquoi n'avait-elle jamais eu ce courage? Elle l'enfila et se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face était différente, plus vivante, plus présente. Cette robe lui allait encore parfaitement, épousant ses formes, avec une élégance qu'elle avait oublié posséder. Son téléphone vibra. Un message d'Octave. « Réunion importante cet après-midi, rentrerai tard, désolé pour ce matin. Désolé, toujours désolé, mais jamais assez pour changer quoi que ce soit. » Bérengère contempla le message pendant de longues secondes, puis éteignit son téléphone. Elle avait besoin de silence, mais cette fois c'était son choix. Elle sortit, sans destination précise, juste pour marcher. Paris défilait autour d'elle avec une intensité nouvelle, comme si elle le découvrait après des années d'absence. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus nets, les odeurs plus présentes. Était-ce ainsi qu'on se sentait quand on cessait de s'anesthésier? Ses pas la menèrent vers un petit café de Belleville qu'elle fréquentait autrefois, avant son mariage, quand elle était encore étudiante. Le patron, M. Dubois, la reconnut immédiatement. « Tiens, Bérengère, ça fait des années. Tu es ravissante dans cette robe. Ravissante. » Quand quelqu'un lui avait-il dit cela pour la dernière fois? Elle commanda un café et s'installa à la terrasse, observant les passants. À la table voisine, un couple âgé partageait un journal, se disputant gentiment sur la politique, riant de leurs désaccords. L'homme posa sa main sur celle de sa femme avec une tendresse naturelle, et elle se pencha pour l'embrasser sur la joue. Bérengère sentit les larmes monter. C'était cela qu'elle voulait, cette simplicité, cette évidence, cette complicité. Pas les grandes déclarations, pas les gestes spectaculaires, juste cette présence attentive, cette affection qui se dit dans les petits riens du quotidien. « Madame, ça va ?» Le serveur s'était approché, inquiet de la voir pleurer. « Oui ?» répondit-elle en s'essuyant les yeux. « En fait, ça va mieux que ça n'est allé depuis longtemps. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression de respirer. Elle rentra chez elle en fin d'après-midi et fit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis des années. Elle se prépara un vrai dîner, pour elle seule. Elle dressa la table avec soin, alluma des bougies, ouvrit une bouteille de vin. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, écoutant de la musique qu'elle aimait. Vers 21h, elle entendit la clé dans la serrure. Octave entra, l'air fatigué, et s'arrêta net en la voyant. Tu es belle, dit-il.
et il semblait aussi surpris que si ces mots étaient ressortis malgré lui. « Merci », répondit-elle simplement. Il regarda la table dressée, les bougies, le reste du repas. « Tu aurais pu m'attendre. »« J'ai eu envie de me faire plaisir, » dit-elle sans agressivité, juste comme un constat. Octave eut l'air déstabilisé par cette réponse. Il était habitué à ses reproches, à sa frustration, pas à cette sérénité nouvelle. « Bérengère, pour ce matin, c'est bon, Octave. » Elle se leva et commença à débarrasser. « Tu n'as rien à expliquer. Tu as été très clair. »« Non, justement, je n'ai pas été clair, je... »« Si, tu as été parfaitement clair. » Elle se tourna vers lui et il fut frappé par la tranquillité de son regard. « Ton silence a dit tout ce qu'il y avait à dire. » Et il voulut protester, mais quelque chose dans son attitude l'arrêta. Cette femme qui se tenait devant lui n'était plus celle qu'il avait suppliée ce matin. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et cela le troublait profondément. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait vraiment vouloir une réponse. Bérengère souffla les bougies une à une, et dans la pénombre qui s'installait, sa voix prit une résonance particulière. « Ce qui se passe, Octave, c'est que j'ai passé la journée à me rappeler qui j'étais avant de me perdre dans ce mariage, et j'ai découvert que cette personne me manquait terriblement. » Elle monta vers leur chambre, le laissant seul dans la cuisine plongé dans l'obscurité. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal, Bérengère prit une décision qui la surprit par sa clarté et sa fermeté. Elle partirait, pas dans la colère, pas pour le punir, mais pour se retrouver, pour redevenir celle qu'elle avait été avant de s'oublier, dans l'attente d'un amour qui ne savait pas se dire. Demain, elle commencerait à organiser son départ, et pour la première fois depuis des années, cette perspective ne l'effrayait pas, elle l'excitait. Le lendemain matin, Bérengère se réveilla avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Octave était déjà parti, encore une fois, laissant derrière lui l'odeur fade de son eau de Cologne et une tasse de café à moitié vide sur le comptoir. Elle ne ressentit ni colère ni tristesse, juste une sorte de détachement serein, comme si elle observait sa vie de l'extérieur. Après avoir pris une douche et enfilé une robe bleue qu'elle n'avait pas portée depuis des mois, Bérengère s'installa à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo. Elle devait organiser sa nouvelle vie, méthodiquement, sans précipitation. Premier point, où aller? Sa mère, Marguerite, vivait dans une petite maison à Fontainebleau depuis la mort de son père, 3 ans plus tôt. Elle avait souvent proposé à Bérengère de venir passer quelques jours chez elle, sentant sans doute que sa fille n'allait pas bien. C'était le moment d'accepter cette invitation tacite. Deuxième point, son travail. Elle avait suffisamment de congés accumulés pour prendre une semaine, le temps de voir plus clair. Lucile pourrait s'occuper de ses patients les plus importants. Troisième point, que dire à Octave? Sa plume resta suspendue au-dessus du papier. Comment expliquer à un homme qui ne comprenait pas le langage des émotions qu'elle partait, non pas pour le blesser, mais pour se sauver? Elle commença à écrire, déchira la page, recommença. « Octave, je pars quelques jours chez maman. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, à moi, à ce que je veux vraiment. Tu m'as demandé hier ce qui se passait. Voici ma réponse. Je me noie dans notre mariage, et tu ne t'en rends même pas compte. Pire, tu ne tends pas la main pour m'aider. Je ne pars pas par colère, je pars par nécessité, pour respirer à nouveau. Ne m'appelle pas. Quand je serai prête à parler, je te ferai signe. Bérengère. » Elle relut la lettre plusieurs fois, puis la plia soigneusement et la posa sur l'oreiller d'Octave. Il ne la trouverait qu'en rentrant, ce qui lui donnerait le temps de partir sereinement. L'après-midi fut consacré à faire sa valise. Étonnamment, elle n'eut pas besoin d'emporter grand-chose. Quelques vêtements, ses livres préférés, son ordinateur portable, les photos de famille qui avaient du sens pour elle. En triant ses affaires, elle réalisa à quel point elle s'était effacée dans cet appartement. Leurs meubles, leurs décorations, même leurs livres étaient majoritairement choisis par Octave ou acceptés par défaut. Où était-elle dans tout cela? En soulevant une pile de pulls dans l'armoire, sa main tomba sur une boîte qu'elle avait oubliée. À l'intérieur, des souvenirs de leur début, des photos de leur premier voyage, des billets de concert, une rose séchée de leur premier rendez-vous, des lettres d'amour qu'Octave lui écrivait quand ils ne vivaient pas encore ensemble. Elle s'assit sur le lit et relut une de ces lettres datées de 9 ans plus tôt. « Ma chère Bérengère, ton sourire illumine mes journées les plus grises. Quand je dessine, c'est ton visage qui guide ma main. Quand je construis, c'est notre avenir que j'édifie. Tu me rends meilleur, plus vivant, plus humain. J'ai hâte de construire une vie avec toi, pierre par pierre, jour après jour. Avec tout mon amour. Octave. » Les larmes coulèrent sur ses joues, sans qu'elle puisse les retenir.
Cet homme existait donc vraiment. Il avait été capable d'amour, de tendresse, de mots. Que s'était-il passé? À quel moment avait-il décidé de construire des murs au lieu de ponts? Elle rangea la boîte dans sa valise. Ses souvenirs lui appartenaient aussi. Vers 17 heures, elle appela sa mère. « Maman, c'est Bérangère. Est-ce que je peux venir passer quelques jours chez toi ?»« Bien sûr, ma chérie. Tout va bien ?» Marguerite avait cette faculté maternelle de percevoir les nuances dans la voix de sa fille, même au téléphone. « Non, maman, rien ne va. Mais ça ira mieux bientôt, j'espère. Tu veux en parler? Pas maintenant, quand je serai là, d'accord? D'accord. J'ai hâte de te voir. Ça fait trop longtemps. » C'était vrai. Depuis son mariage, Bérangère avait espacé ses visites chez sa mère. Octave trouvait toujours une excuse pour ne pas l'accompagner et elle avait fini par y aller seule de moins en moins souvent, culpabilisant de le laisser seul le week-end, comme si sa solitude était différente de la sienne. En raccrochant, elle réalisa qu'elle souriait pour la première fois depuis des semaines. Elle termina ses bagages, nettoya l'appartement, par habitude plus que par nécessité, et prépara un dîner qu'elle laissa au réfrigérateur avec un mot expliquant comment le réchauffer. Même en partant, elle prenait soin de lui. Vers 19 heures, alors qu'elle s'apprêtait à appeler un taxi, elle entendit la clé dans la serrure. Octave rentrait plus tôt que prévu. Il s'arrêta net en la voyant avec sa valise dans l'entrée. « Où vas-tu » Sa voix était différente, plus aiguë, comme celle de quelqu'un qui vient de comprendre que quelque chose de grave se passe. « Chez maman, pour quelques jours. »« Pourquoi » Bérangère le regarda, vraiment le regarda, peut-être pour la dernière fois avant longtemps. Il était beau avec ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, ses yeux bleus inquiets, sa chemise froissée par la journée. Cet homme qu'elle aimait encore malgré tout, malgré le mal qu'il lui faisait sans s'en rendre compte. Parce que j'ai besoin de comprendre qui je suis quand je ne suis pas en train d'attendre que tu m'aimes. Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant visiblement quelque chose à dire qui pourrait la retenir. « Bérangère, on peut en parler. On a essayé hier matin. Tu te souviens ?» Elle prit sa valise et se dirigea vers la porte. « Il y a une lettre sur ton oreiller. Et un dîner dans le frigo. Je ne veux pas que tu partes. » Ces mots l'arrêtèrent. Il les avait prononcés si bas qu'elle avait failli ne pas les entendre. Elle se retourna. Octave était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Parce que... » Il cherchait, elle le voyait bien. Pour une fois, il essayait vraiment de trouver les mots. Mais il ne venait pas prisonnier de cette peur qui le paralysait depuis si longtemps. « Quand tu les trouveras, ces mots, » dit-elle en ouvrant la porte, « je serai peut-être prête à les entendre. » Elle sortit sans se retourner, mais dans le couloir, elle entendit un bruit qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Octave pleurait. Octave resta figé dans l'entrée pendant de longues minutes après le départ de Bérangère, fixant la porte close, comme s'il espérait la voir réapparaître. Le silence de l'appartement était différent de celui auquel il était habitué. Ce n'était plus le silence paisible de la solitude choisie, mais un vide oppressant qui semblait aspirer tout l'air de la pièce. Il se dirigea mécaniquement vers leur chambre et trouva la lettre sur son oreiller. Ses mains tremblaient légèrement en la dépliait. « Je me noie dans notre mariage, et tu ne t'en rends même pas compte. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il relut la lettre 3 fois, chaque phrase s'enfonçant un peu plus profondément dans sa conscience. Bérangère se noyait. Sa femme se noyait depuis des mois, peut-être des années. Et lui n'avait rien vu. Ou plutôt, il avait choisi de ne rien voir. Il s'effondra sur le lit, la lettre toujours entre les mains. Pour la première fois depuis son enfance, Octave pleura sans retenue. Des sanglots profonds, incontrôlables, qui semblaient venir du plus profond de son être. Combien de fois avait-elle tendu la main vers lui? Combien de fois avait-elle cherché son regard? Combien de tentatives avait-il repoussées par peur, par habitude, par cette maudite incapacité à montrer ce qu'il ressentait vraiment? Il se souvenait maintenant de tous ces moments qu'il avait ignorés, ses sourires timides le matin, ses questions sur sa journée, ses suggestions de sortie ensemble. À chaque fois, il avait trouvé une excuse, une échappatoire, un refuge dans le travail. Le travail, sa forteresse imprenable, son alibi permanent. Octave se leva brusquement et arracha littéralement ses plans d'architecture du mur de son bureau. Les feuilles voltigèrent dans la pièce comme des oiseaux blessés. Ses projets qui lui paraissaient si importants, quelques heures plus tôt lui semblaient maintenant dérisoires. Qu'est-ce que ça changeait qu'il construise des immeubles magnifiques s'il était incapable de construire une relation avec la femme qu'il aimait? Car il l'aimait. Bon sang, comme il l'aimait. Cette évidence le frappa avec une violence inouïe. Il aimait sa façon de fredonner sous la douche le matin. Il aimait la voir s'occuper de ses patients avec tant de dévouement. Il aimait ses petites manies, comme sa façon de plier le linge en écoutant la radio.
Il aimait même ses tentatives maladroites pour le faire parler de ses émotions. Alors pourquoi? Pourquoi n'avait-il jamais réussi à le lui dire? La réponse lui vint avec la netteté d'un coup de poignard, parce qu'il avait peur. Peur que ses mots ne soient pas à la hauteur de ce qu'il ressentait. Peur de paraître faible, vulnérable. Peur qu'elle découvre qu'il n'était pas l'homme fort et silencieux qu'elle avait épousé, mais juste un être humain fragile et terrifié par l'amour. Son père, André Leroy, avait été un homme de peu de mots. Les hommes ne pleurent pas. Les sentiments, c'est pour les femmes. Montre ce que tu vaux par tes actes, pas par tes paroles. Ces phrases avaient rythmé son enfance, s'incrustant en lui comme des cicatrices invisibles. À 38 ans, Octave réalisait qu'il était devenu prisonnier de ces injonctions. Il avait construit sa personnalité autour du silence, croyant que c'était de la force, alors que ce n'était que de la lâcheté déguisée. Il ne mangea pas ce soir-là. Le dîner que Bérengère avait préparé resta dans le réfrigérateur, reproche silencieux de sa prévenance même dans la colère. Elle prenait encore soin de lui alors qu'elle partait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La nuit fut un calvaire. Seul dans leur grand lit, Octave prit conscience de l'espace qu'occupait Bérengère, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Sans elle, l'appartement n'était plus qu'une coquille vide, froide, sans âme. Il se leva plusieurs fois, incapable de trouver le sommeil. À 3 heures du matin, il se retrouva dans la cuisine, fixant le téléphone posé sur le comptoir. Il connaissait le numéro de la mère de Bérengère par cœur. Il n'aurait qu'à composer ces quelques chiffres pour entendre sa voix, pour s'excuser, pour la supplier de rentrer. Mais ses doigts restaient paralysés. Que pourrait-il lui dire? Les mêmes excuses creuses? Les mêmes promesses qu'il ne tiendrait pas? Non. Il ne pouvait pas la rappeler tant qu'il n'aurait pas trouvé le courage de changer vraiment. Le lendemain, Octave appela son bureau pour dire qu'il était malade. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Il se sentait physiquement diminué, comme si le départ de Bérengère avait emporté une partie vitale de lui-même. Il erra dans l'appartement comme un fantôme, découvrant les traces de sa présence partout. Ses livres sur la table de chevet, son pull oublié sur le canapé, ses produits de beauté dans la salle de bain. Chaque objet était un coup de poignard supplémentaire. Dans l'armoire, il remarqua que ses vêtements les plus colorés avaient disparu. Elle avait emporté les robes qu'il préférait, celles qui la rendaient si lumineuse. Avait-elle fait exprès? Voulait-elle lui montrer ce qu'il perdait? Il trouva aussi la boîte de souvenirs qu'elle avait laissée entr'ouverte. Ses anciennes lettres d'amour étaient encore là, témoins d'un temps où il savait encore parler de ses sentiments. En les relisant, il eut l'impression de redécouvrir un autre homme, quelqu'un de plus vivant, de plus audacieux. Qu'était devenu cet homme? À quel moment avait-il choisi la sécurité du silence plutôt que le risque de l'amour? Le deuxième jour fut pire encore. Octave ne se rasa pas, ne s'habilla pas correctement, ne mangea qu'un bout de pain sec. Ses collègues l'appelèrent inquiet de son absence soudaine, mais il ne décrocha pas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le travail lui paraissait sans importance. Le troisième jour, il comprit qu'il était en train de sombrer. L'absence de Bérengère ne le soulageait pas comme il l'aurait cru autrefois. Au contraire, elle révélait à quel point elle était devenue indispensable à son équilibre, à sa joie de vivre, à son humanité même. Il pensa à M. Moreau, ce patient de Bérengère qu'elle lui avait parfois évoqué, un homme silencieux qui regrettait 40 ans de non-dit avec sa femme. Octave ne voulait pas devenir cet homme. Il ne voulait pas passer le reste de sa vie à regretter ce qu'il n'avait pas su dire. Le 4e soir, assis dans l'obscurité de leur salon, Octave prit une décision qui le terrifia autant qu'elle le libéra. Il irait la voir, il irait chez la mère de Bérengère, et cette fois, il trouverait les mots. Ou du moins, il essaierait. Parce que vivre sans elle n'était pas vivre, c'était juste exister. Et il en avait assez d'exister. Le 5e matin, Octave se leva avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il se rasa, enfila une chemise propre, et pour la première fois depuis le départ de Bérengère, il mangea quelque chose. Juste un café et un croissant, mais c'était déjà un progrès. Dans le miroir de l'entrée, il contempla son reflet. Ses yeux étaient cernés, ses traits tirés par les nuits d'insomnie, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Une résolution peut-être, ou simplement la conscience aiguë qu'il n'avait plus rien à perdre. Il prit sa voiture et quitta Paris par l'autoroute A6 direction Fontainebleau. Le trajet lui prit 1h30 pendant laquelle il répéta mentalement ce qu'il allait dire à Bérengère. Les mots se bousculaient dans sa tête, se mélangeaient, perdaient leur sens. « Bérengère, je t'aime. » Non, trop simple, après tant d'années de silence. « Pardonne-moi, je ne savais pas. » Non, ça sonnait comme une excuse. « Je veux tout recommencer avec toi. »
Peut-être, mais était-ce vraiment possible? Plus il approchait de Fontainebleau, plus son courage s'effritait. Que faisait-il exactement? Il débarquait chez sa belle-mère après avoir fait pleurer sa fille pendant des années, espérant quoi? Que Bérengère lui tomberait dans les bras en l'apercevant? Il se gara devant la petite maison de Marguerite Fleury vers 14 heures. C'était une demeure modeste mais charmante, avec ses volets bleus et son petit jardin fleuri. Il reconnut la voiture de Bérengère garée dans l'allée, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle était là, si proche. Octave resta assis dans sa voiture pendant 10 minutes, les mains crispées sur le volant. Par la fenêtre du salon, il apercevait des silhouettes qui bougeaient. Bérengère et sa mère, probablement. Que se disait-elle? Parlait-elle de lui? Marguerite avait-elle toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour sa fille? Il sortit finalement de la voiture et s'avança vers la porte d'entrée. Ses jambes tremblaient légèrement. Arrivé devant la porte, il leva la main pour frapper, puis s'arrêta. Et si elle refusait de le voir? Et si elle lui claquait la porte au nez? Pire encore, et si elle le regardait avec cette froideur nouvelle qu'il avait entrevue le soir de son départ? Sa main retomba le long de son corps. Par la fenêtre entr'ouverte, il entendit des éclats de rire. Bérengère riait. Quand avait-elle ri pour la dernière fois en sa présence? Il ne s'en souvenait même pas. Ce rire cristallin qui l'avait séduit lors de leur première rencontre, ce rire qui avait peu à peu disparu de leur quotidien, elle le retrouvait ici, loin de lui. Cette constatation lui fit l'effet d'un coup de masse. Peut-être était-elle plus heureuse sans lui, peut-être que son départ n'était pas un appel au secours mais une libération. Dans ce cas, que venait-il faire ici? Octave recula d'un pas, puis de deux. Il ne pouvait pas frapper à cette porte, pas maintenant, pas comme ça. Il retourna vers sa voiture, mais au lieu de repartir, il s'adossa contre le capot et observa la maison. De là où il était, il avait une vue parfaite sur le salon. Bérengère était assise sur le canapé, face à sa mère, une tasse de thé à la main. Elle portait une robe jaune qu'il ne lui avait jamais vue, et ses cheveux étaient noués en chignon lâche qui laissait échapper quelques mèches rebelles. Elle était belle, si belle qu'il en eut le souffle coupé. Marguerite se leva et disparut dans la cuisine. Bérengère resta seule, et son visage changea d'expression. Le sourire s'effaça, remplacé par une mélancolie profonde. Elle regarda par la fenêtre sans le voir, perdue dans ses pensées, et Octave fut frappé par sa tristesse. Elle n'était pas heureuse, elle était juste en paix. Il y avait une différence fondamentale entre les deux, et il commençait à la comprendre. 1 heure passa, puis 2. Octave ne bougeait pas de sa voiture, hypnotisé par cette femme qu'il observait de loin comme un fantôme de sa propre vie. Il la vit dîner avec sa mère, regarder un film à la télévision, l'aider à débarrasser la table. Des gestes simples, quotidiens, mais empreints d'une complicité qu'il enviait. Quand avait-il partagé de tels moments avec Bérengère? Quand avait-il eu pour la dernière fois une conversation qui ne tournait pas autour de la logistique du quotidien? Vers 21 heures, les lumières du salon s'éteignirent. Bérengère était montée se coucher, probablement dans sa chambre d'enfant, entre ces murs qu'il avait vu grandir, rêver, devenir la femme extraordinaire qu'elle était aujourd'hui. Octave savait qu'il devrait partir, rentrer à Paris, réfléchir à une approche différente, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Il avait l'impression que s'il repartait maintenant, il perdrait définitivement le peu de courage qu'il avait réussi à rassembler. Il ouvrit le coffre de sa voiture et en sortit une veste. La nuit s'annonçait fraîche. Il s'installa sur le siège conducteur, baissa légèrement les vitres pour avoir de l'air et fixa la maison dans l'obscurité. Il allait attendre. Attendre quoi? Il n'en savait rien. Le bon moment, peut-être. Le miracle qui lui donnerait enfin le courage de frapper à cette porte, ou simplement l'aube, parce que les choses paraissaient toujours différentes à la lumière du matin. Les heures s'écoulèrent lentement. Octave sommeillait par intermittence, réveillé par les bruits de la nuit, un chat qui passait, une voiture au loin, le vent dans les arbres. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il regardait vers la maison, espérant « Quoi? Un signe? Une apparition miraculeuse de Bérengère à sa fenêtre ?» Vers 3 heures du matin, une lumière s'alluma au premier étage. Bérengère ne dormait pas non plus. Il l'aperçut brièvement à travers les rideaux, silhouette fantomatique dans la pénombre. Souffrait-elle autant que lui? Se posait-elle les mêmes questions? Regrettait-elle parfois leur vie commune malgré tout? La lumière s'éteignit au bout de quelques minutes, mais Octave savait maintenant qu'elle aussi passait une nuit blanche. Cette pensée lui donna une étrange forme de réconfort. Au moins, il n'était pas seul dans sa souffrance. L'aube approchait lentement, teignant le ciel d'abord de gris, puis de rose pâle. Octave n'avait pratiquement pas dormi, mais il se sentait paradoxalement plus lucide que jamais. Cette nuit de veille forcée avait eu quelque chose de purificateur,
comme si elle l'avait débarrassé de ses dernières illusions sur lui-même. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme avant. Il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien, que le silence était une force, que l'amour n'avait pas besoin de mots pour exister. À 6 heures du matin, il vit de la lumière apparaître dans la cuisine. Quelqu'un était debout. Son cœur se mit à battre plus fort. Et si c'était Bérengère? Et si elle sortait prendre l'air dans le jardin, comme elle le faisait parfois à Paris quand elle n'arrivait pas à dormir? Octave sortit de sa voiture, les jambes engourdies par cette nuit inconfortable. Il était temps. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il devait essayer. Pour elle, pour lui, pour l'amour qu'ils avaient partagé et qu'il avait laissé se faner faute de l'avoir nourri. Il s'approcha de la maison, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. C'était maintenant ou jamais. Le petit jardin de Marguerite était silencieux dans la lumière naissante. Octave s'avança sur l'allée de gravier, chaque pas résonnant comme un battement de cœur dans le calme matinal. Ses vêtements étaient froissés par la nuit passée dans la voiture, ses cheveux ébouriffés, ses yeux rougis par l'insomnie. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu et qui tentait un dernier pari avec le destin. Arrivé devant la porte, il leva de nouveau la main, mais cette fois encore le courage lui manqua. Ses doigts restèrent suspendus dans l'air, tremblants. Que dirait-il? Comment commencer? Les mots qu'il avait répétés pendant des heures dans sa voiture lui paraissaient maintenant dérisoires, insuffisants face à l'ampleur de ce qu'il avait détruit par son silence. Il fit demi-tour et retourna vers sa voiture, le cœur battant la chamade. Non, il ne pouvait pas. Pas comme ça. Il était pathétique, lâche, exactement l'homme que Bérengère ne méritait pas. Mais en ouvrant la portière, il s'arrêta net. Dans le reflet de la vitre, il vit son père, André Leroy, avec ses épaules voûtées par les non-dits, ses regrets silencieux, sa fierté mal placée qui l'avait empêché d'embrasser ses fils, de dire « Je t'aime » à sa femme avant qu'elle ne meure d'un cancer foudroyant. « Les hommes ne pleurent pas », avait dit André. Mais Octave pleurait là, debout dans ce jardin à l'aube, et c'était peut-être la première chose vraiment masculine qu'il faisait depuis des années. Il referma la portière et s'adossa contre la voiture. Il resterait là jusqu'à ce qu'elle sorte. Il attendrait le temps qu'il faudrait. Il n'avait plus rien d'autre à faire, nulle part d'autre où aller. Sa vie était ici, dans cette maison, avec cette femme qui se réveillait peut-être à l'instant même. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur insoutenable. Le ciel passait du rose pâle au doré, puis à ce bleu tendre des matins de printemps. Les oiseaux commencèrent leur concert matinal, et quelque part dans le lointain, Octave entendit les premiers bruits de la ville qui s'éveillait. À 6h45, la porte de la cuisine s'ouvrit. Bérengère apparut, vêtue d'un peignoir blanc, les cheveux libres sur ses épaules. Elle portait une tasse fumante à la main et semblait chercher la fraîcheur du matin. Elle fit quelques pas dans le jardin, s'arrêta près du rosier de sa mère, ferma les yeux et inspira profondément. Octave la regardait hypnotisée. Dans cette lumière dorée, elle était d'une beauté qui lui coupa le souffle. Mais plus que sa beauté, c'était cette sérénité nouvelle qu'elle dégageait qui le frappait. Elle semblait apaisée, en harmonie avec elle-même, d'une façon qu'il ne lui avait jamais vue. Était-ce cela la paix qu'elle avait trouvée loin de lui? Bérengère ouvrit les yeux et tourna machinalement la tête vers la rue. Son regard tomba sur la voiture, puis sur lui. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent sans bouger. L'expression de Bérengère passa par plusieurs phases, la surprise, l'incompréhension, puis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Pas de la colère, remarqua Octave avec soulagement, juste une profonde mélancolie. Elle posa sa tasse sur le petit muret du jardin et s'avança lentement vers lui. Ses pieds nus foulaient l'herbe humide de rosée, et Octave eut soudain envie de la prendre dans ses bras, de la protéger du froid matinal, de lui dire tout ce qu'il n'avait jamais su dire. « Octave ?» Sa voix était rauque de sommeil, incertaine. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Face à elle, si proche qu'il pouvait sentir son parfum naturel mélangé à l'odeur du matin, tous ces mots préparés s'évaporèrent. « Depuis quand es-tu là ?» demanda-t-elle encore, et il y avait de l'inquiétude dans sa voix maintenant. « Depuis hier soir », avoua-t-il d'une voix brisée. Bérengère écarquilla les yeux. « Tu as passé la nuit ici, dans ta voiture ?» Il acquiesça, incapable de prononcer un mot de plus. Il devait avoir l'air pitoyable, avec ses vêtements froissés, ses cernes profonds, ses cheveux en bataille, un homme détruit par l'absence de celle qu'il aimait. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Cette question si simple, si directe, brisa quelque chose en lui. Toutes les barrières qu'il avait construites pendant des années s'effondrèrent d'un coup. Parce que je ne sais pas vivre sans toi,
dit-il dans un souffle. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues sans qu'il puisse les retenir. 38 ans de silence, et voilà que les mots se bousculaient enfin sur ses lèvres. Parce que notre appartement est mort sans toi. Parce que je n'arrive plus à manger, à dormir, à respirer. Parce que j'ai réalisé que tu avais raison sur tout. Bérengère le regardait, les yeux agrandis par la surprise. C'était la première fois qu'elle le voyait pleurer, la première fois qu'elle l'entendait parler de ses émotions avec cette sincérité brutale. « Je me noie, Bérengère, » continua-t-il, reprenant ses propres mots. « Depuis que tu es partie, je me noie, et je n'ai personne à blâmer d'autre que moi-même. » Elle fit un pas vers lui instinctivement, puis s'arrêta. Il y avait de la compassion dans ses yeux, mais aussi de la prudence. Elle l'avait déjà vu promettre de changer, déjà entendu ses excuses. « Octave, » commença-t-elle. « Non, laisse-moi finir, » l'interrompit-il avec une urgence désespérée. « S'il te plaît, j'ai passé toute la nuit à me préparer à ce moment. » Il prit une profonde inspiration, puisant dans ses dernières réserves de courage. « Tu m'as demandé si je t'aimais et je n'ai pas su répondre. Mais la vérité, c'est que je t'aime depuis le premier jour. Je t'aime quand tu fredonnes sous la douche. Je t'aime quand tu prends soin de tes patients. Je t'aime quand tu essaies de me faire parler et que je fuis comme un lâche. » Sa voix se brisa, mais il continua. « Je t'aime tellement que ça me fait peur, et au lieu de te le montrer, j'ai préféré me taire, parce que c'était plus facile. Parce que j'ai été élevé à croire que les hommes ne disent pas ces choses-là. » Bérengère avait les larmes aux yeux maintenant. Elle se rapprocha encore, et Octave sentit son cœur s'emballer. « Mais tu as raison, » murmura-t-il. « L'amour qui ne se dit pas, qui ne se montre pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. » Le silence retomba entre eux, mais ce n'était plus le silence destructeur d'autrefois. C'était un silence chargé d'émotions, de possibilités, d'espoir peut-être. Bérengère le regardait avec une intensité nouvelle, comme si elle découvrait un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ses yeux scrutaient son visage, cherchant la sincérité derrière les mots, la vérité derrière les larmes. « Je ne sais pas si c'est suffisant, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Octave sentit son cœur se serrer, mais il hocha la tête. Il comprenait. Comment des mots, même sincères, pouvaient-ils effacer des années de silence? « Je sais, » murmura-t-il. « Mais je devais essayer. Je devais au moins essayer. » Il y avait quelque chose de définitif dans sa voix, comme s'il acceptait déjà la sentence. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Le reste ne dépendait plus de lui. Dans la lumière dorée de l'aube, il se tenait face à face, séparé par quelques centimètres et des années de malentendus, unis par un amour qui n'avait jamais cessé d'exister, mais qui avait oublié comment se dire. Ils restèrent ainsi pendant de longues secondes, suspendus entre le passé et l'avenir, entre les mots enfin prononcés et les gestes qui ne venaient toujours pas. Le soleil montait doucement dans le ciel, réchauffant l'air matinal, mais Bérengère frissonna dans son peignoir blanc. Octave la regardait, cette femme qu'il aimait et qu'il avait perdue par sa propre faute. Il avait dit ce qu'il avait à dire, livré son cœur nu dans la lumière de l'aube. Maintenant, il attendait son verdict, prêt à l'accepter quel qu'il soit. « Octave !» commença-t-elle, et sa voix tremblait légèrement. Mais les mots semblaient lui manquer à elle aussi. Comment résumer 7 années de frustration et de solitude? Comment exprimer cette bataille intérieure entre l'amour qui persistait et la méfiance que la souffrance avait installée? Elle le contemplait, cet homme qu'elle avait épousé et qui lui paraissait si différent maintenant. Ses yeux rougis par les pleurs et l'insomnie, ses traits creusés par le chagrin, ses épaules affaissées par le poids de ses regrets. Ce n'était plus l'architecte impeccable et distant qu'elle côtoyait depuis des années. C'était un homme brisé, vulnérable, humain. « Tu as passé la nuit dans ta voiture » répéta-t-elle, comme si elle peinait à y croire. « Je n'arrivais pas à frapper à ta porte » avoua-t-il. « J'avais trop peur que tu refuses de me voir. Alors j'ai attendu. J'espérais... Je ne sais pas ce que j'espérais. » Bérengère ferma les yeux un instant. Elle revoyait tous ces matins où elle s'était réveillée seule à côté de lui, tous ces soirs où elle s'était endormie en pleurant silencieusement. Tant de souffrance, tant de solitude partagée. « J'ai cru que tu ne m'aimais pas, » murmura-t-elle en rouvrant les yeux. « Pendant si longtemps, j'ai cru que j'étais juste, pratique, quelqu'un qui partageait les frais, qui s'occupait de la maison, qui ne te dérangeait pas trop. »« Non, » dit-il avec une véhémence qui la surprit. « Non, Bérengère, tu n'étais jamais juste pratique, tu es la lumière de ma vie, même quand je n'arrivais pas à te le dire. » Il fit un pas vers elle, les mains tremblantes. « Ces lettres que tu as trouvées dans la boîte, celles que je t'écrivais au début, tout ce que j'y disais était vrai. Ça l'est encore. Seulement, j'ai oublié comment te le montrer. » Bérengère sentit les larmes remonter. Elle se souvenait de ces lettres,
de cet homme passionné qui savait encore parler d'amour. Où était-il passé? Était-il vraiment là, devant elle, en train de renaître de ses cendres? Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Pourquoi fallait-il que je parte pour que tu... Parce que je suis un imbécile, l'interrompit-il. Parce que j'ai cru que l'amour était acquis, qu'il n'avait pas besoin d'être nourri. Parce que j'ai eu peur de montrer mes failles, mes doutes, ma vulnérabilité. Sa voix se brisa de nouveau. Mais ces 5 jours sans toi m'ont appris quelque chose. La solitude que je croyais choisir, je la subissais. Et la solitude que tu vivais à mes côtés était 1000 fois pire que celle que je ressens maintenant. Il était si proche maintenant qu'elle pouvait voir les rides de fatigue autour de ses yeux, sentir son souffle irrégulier. Cet homme qu'elle avait cru connaître se révélait enfin, brut, sans filtre, sans les murailles qu'il avait passé sa vie à construire. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », dit-elle dans un souffle. Octave hocha la tête, acceptant cette vérité comme un coup au cœur. « Je sais, et je ne te demande pas de le faire, pas tout de suite, peut-être jamais. » Il prit une inspiration profonde, puisant dans ses dernières réserves de courage. « Mais je te demande de me laisser essayer, de me laisser apprendre à être l'homme que tu mérites, pas par obligation, pas par pitié, mais parce que l'idée de vivre sans toi me terrifie plus que l'idée d'échouer. » Bérengère le regardait, et dans ses yeux verts, il vit passer une multitude d'émotions. La colère, la tristesse, la méfiance, mais aussi l'amour. Cet amour qui avait survécu à tout, même à sa négligence. « Octave », commença-t-elle, mais cette fois, il ne la laissa pas finir. Quelque chose en lui venait de se libérer définitivement, quelque chose de plus fort que la peur, plus fort que les conditionnements de son enfance. Il fit le dernier pas qui les séparait et, sans un mot, l'enveloppa dans ses bras. Ce ne fut pas un geste calculé, ni une stratégie de séduction. Ce fut un réflexe de survie, l'expression brute d'un amour qui avait trop longtemps cherché sa voie. Ses bras se refermèrent autour d'elle avec une tendresse désespérée, comme s'il voulait la protéger de tout, y compris de lui-même. Il la serra contre lui avec une intensité qui disait tout ce que les mots n'arrivaient toujours pas à exprimer. « Reste, pardonne-moi, donne-nous une chance, je t'aime. » Bérengère se raidit d'abord, surprise par ce geste qu'elle n'attendait plus. Puis, lentement, elle sentit quelque chose se détendre en elle. Ses bras autour d'elle, cette chaleur, cette présence totale, c'était ce qu'elle avait attendu pendant des années. Dans cette étreinte, elle sentit toute la vulnérabilité qu'Octave avait cachée, toute la peur qu'il avait eue, tout l'amour qu'il avait emprisonné. Ses mains, d'abord suspendues dans l'air, vinrent lentement se poser sur son dos. Il tremblait. Cet homme fort, cette forteresse vivante, tremblait dans ses bras comme un enfant perdu. « Octave », murmura-t-elle contre son épaule. Il resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il sentait son parfum naturel, cette odeur qui lui avait tant manqué ces derniers jours. Il avait l'impression de retrouver sa maison, son refuge, sa raison de vivre. « Je pensais que tu ne m'avais jamais aimé », chuchota-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. « Comment as-tu pu penser ça ?» répondit-il dans un souffle. « Comment as-tu pu en douter une seule seconde ?» Ils restèrent ainsi enlacés dans la lumière dorée du matin, 2 êtres qui se retrouvaient après s'être perdus dans le silence. Cette étreinte disait tout ce que les mots n'avaient jamais réussi à exprimer. Elle était l'aveu, le pardon, la promesse et l'espoir réunis. Peu à peu, Bérengère sentit ses dernières défenses s'effriter. Cet homme qui la tenait si fort, qui pleurait contre son épaule, qui tremblait de peur à l'idée de la perdre. C'était l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait encore, qu'elle aimerait toujours. « Je t'aime », murmura-t-il enfin, et ces mots résonnèrent comme une révélation dans le silence du matin. « Je sais », répondit-elle simplement, et pour la première fois depuis des années, elle le savait vraiment. Non pas parce qu'il l'avait dit, mais parce qu'elle le sentait dans chaque fibre de son être, dans la façon dont il la tenait, dont il respirait contre elle, dont son cœur battait contre le sien. L'étreinte de l'aube avait détruit tous ses doutes. Dans cette maison de Fontainebleau, sous le regard bienveillant du soleil levant, Octave et Bérengère ne repartaient pas de zéro. Ils commençaient enfin leur vraie histoire d'amour. Le café de Belleville n'avait pas changé. Monsieur Dubois essuyait toujours ses verres derrière le comptoir, avec la même méticulosité, et l'odeur de croissant chaud flottait encore dans l'air matinal. Mais la femme assise à la terrasse, celle qui portait une robe bordeaux et souriait en lisant son livre, était différente. Bérengère leva les yeux de sa lecture quand une ombre familière se dessina devant sa table. Octave se tenait là, 2 cafés à la main, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent d'automne. « Un café pour madame ?» dit-il, en posant la tasse devant elle, avec une petite révérence théâtrale qui la fit rire. « Merci, monsieur. »
répondit-elle en jouant le jeu. Il s'assit face à elle, et pendant un instant ils se contentèrent de se regarder. Ces 6 derniers mois avaient été un long chemin semé d'embûches, de rechutes, de petites victoires et de grandes remises en question. Il n'y avait pas eu de miracle instantané après l'étreinte de Fontainebleau. Bérengère était rentrée à Paris 3 jours plus tard, mais pas dans leur appartement. Elle avait d'abord emménagé chez Lucile, le temps de voir si les promesses d'Octave résisteraient au quotidien. Le temps de tester cette nouvelle version de l'homme qu'elle aimait. Les premières semaines avaient été difficiles. Octave avait dû apprendre à exprimer ses émotions après des années de silence, et chaque conversation était un exercice de funambule. Parfois, il retombait dans ses vieux réflexes, se refermait quand elle tentait de le faire parler. Mais cette fois, au lieu de fuir, il s'excusait, respirait profondément, et essayait encore. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en suivant son regard pensif. Il y a 6 mois, cette question n'aurait jamais franchi ses lèvres. Maintenant, elle faisait partie de leur nouveau vocabulaire, au même titre que « Comment te sens-tu » ou « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». « Je pensais à nous », répondit Bérengère honnêtement, « à ces 6 mois. » Octave hocha la tête. Ils avaient pris l'habitude de ces bilans réguliers, de ces moments où ils s'arrêtaient pour faire le point sur leur reconstruction. Leur thérapeute de couple, Dr Laurent, insistait sur l'importance de ces pauses réflexives. « Et quel est ton verdict ?» demanda-t-il avec un sourire qui cachait mal son appréhension. Bérengère posa sa main sur la sienne, un geste simple qui lui venait naturellement maintenant. « Mon verdict, c'est que tu m'as surprise. Plusieurs fois. C'était vrai. » Octave l'avait surprise en acceptant de suivre une thérapie individuelle pour comprendre ses blocages émotionnels. Il l'avait surprise en lui écrivant de nouveau des lettres, comme au début de leur relation, quand les mots parlés lui manquaient encore. Il l'avait surprise en organisant des rendez-vous galants dans leur propre ville, redécouvrant ensemble des lieux qu'ils avaient oubliés. « Positivement, j'espère » demanda-t-il. « Très positivement. » Elle était rentrée définitivement à la maison il y a 2 mois, après une soirée où Octave avait fondu en larmes en regardant un film romantique. Ce soir-là, elle avait compris qu'il n'y avait plus de muraille entre eux, juste un homme qui réapprenait à sentir et qui n'avait plus honte de ses émotions. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il soudain, en sortant une enveloppe de sa veste. Bérengère fronça les sourcils, intriguée. Ce n'était ni son anniversaire, ni leur anniversaire de mariage. Enfin si, d'une certaine façon, c'était l'anniversaire de leur étreinte à Fontainebleau, de leur vrai début. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une feuille de papier pliée. En la dépliant, elle découvrit un plan architectural, mais pas comme ceux qu'Octave dessinait habituellement. Celui-ci représentait leur appartement, mais réaménagé, transformé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Nos nouveaux plans » répondit-il, soudain nerveux. « J'ai pensé qu'on pourrait refaire la décoration. Ensemble, cette fois. Choisir des couleurs qui nous ressemblent tous les deux, des meubles qui racontent notre histoire. » Il montrait différentes pièces sur le plan, expliquant ses idées avec cette passion qu'elle aimait tant. « Ici, un coin lecture pour toi, avec cette bibliothèque que tu voulais. Là, on pourrait ouvrir la cuisine sur le salon pour qu'on puisse cuisiner ensemble. Et cette pièce... » Il s'arrêta, rougissant légèrement. « Cette pièce pourrait devenir un bureau partagé. Ou autre chose, si tu veux. » Un jour, Bérengère comprit l'allusion et sentit son cœur s'emballer. Il n'avait pas encore parlé d'enfant, mais l'idée était là, suspendue entre eux comme une promesse d'avenir. « Octave » murmura-t-elle, émue. « Je sais qu'on n'en est pas encore là, dit-il rapidement, mais je voulais que tu saches que je pense à l'avenir, à notre avenir, que j'ai envie de construire quelque chose avec toi, pour de vrai, cette fois. » Bérengère étudia les plans, voyant dans chaque trait, chaque annotation, chaque détail, la preuve de l'attention qu'il lui portait maintenant. Il avait pensé à ses goûts, à ses besoins, à leurs rêves communs. « C'est magnifique, dit-elle sincèrement, mais tu as oublié quelque chose. » Octave fronça les sourcils, inquiet. « Quoi? Où est-ce qu'on va mettre le piano ?»« Le piano ?» Il paraissait perdu. Bérengère éclata de rire devant son expression. « Je plaisante, mais j'aimerais bien reprendre la musique. Tu te souviens? Je jouais un peu avant. » Avant. Ce mot qui désignait leur ancienne vie, celle d'avant la reconstruction. Octave se souvenait vaguement de l'avoir entendu jouer au début de leur relation, mais il n'y avait plus fait attention depuis longtemps. « Alors on trouvera de la place pour un piano, » dit-il avec détermination, « ou un clavier pour commencer. » Ils finirent leur café en discutant des transformations possibles, de leurs envies respectives, de leurs projets. Octave notait tout sur son carnet, dessinait des croquis, posait des questions. Il l'écoutait vraiment, et elle se sentait enfin entendue.
En se levant pour partir, Bérengère surprit le regard attendri de M. Dubois. Le patron du café les observait depuis le comptoir, un sourire bienveillant aux lèvres. « Vous formez un beau couple », dit-il quand ils passèrent près de lui. « Ça fait plaisir de voir des gens qui s'aiment encore après toutes ces années. » Sur le chemin du retour, main dans la main dans les rues de Belleville, Bérengère repensa à ces mots. S'aimer encore. Ou peut-être s'aimer enfin. « Tu regrettes parfois » demanda Octave soudain. « Quoi ? D'être revenu, d'avoir accepté de recommencer. » Bérengère s'arrêta et se tourna vers lui. Dans ses yeux bleus, elle lut cette insécurité qui ne l'avait jamais vraiment quitté, cette peur de la perdre qui le poussait maintenant à être présent, attentionné, aimant. « Jamais !» répondit-elle en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Tu sais pourquoi ?» Il secoua la tête, suspendue à ses lèvres. « Parce que l'homme que tu es aujourd'hui valait la peine d'attendre, même si j'ai failli ne jamais le rencontrer. » Ils reprirent leur marche vers leur maison, vers leur nouveau commencement. Derrière eux, les feuilles mortes de l'automne parisien dansaient dans le vent, emportant avec elles les derniers vestiges de leur ancienne vie. Devant eux s'ouvrait un avenir qu'ils construiraient ensemble, pierre par pierre, mot après mot, geste après geste. Comme Octave l'avait écrit dans une de ses premières lettres d'amour, il y a tant d'années, jour après jour. Avec qui vous êtes-vous déjà senti où, invisible dans votre propre relation? Avez-vous déjà vécu la douleur d'aimer quelqu'un qui semble incapable d'exprimer ses sentiments? Dans l'histoire de Bérengère et Octave, nous avons vu comment le silence peut être plus destructeur que n'importe quelle dispute. Mais auriez-vous le courage de partir comme elle l'a fait pour vous sauver? Ou croyez-vous qu'il vaut la peine de se battre jusqu'au bout pour ceux qu'on aime, même quand tout semble perdu? Racontez votre expérience. Êtes-vous plutôt comme Bérengère, qui exprime l'amour ouvertement, ou comme Octave, qui ressent mais n'arrive pas à le montrer? Et le plus important, croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer quand ils réalisent qu'ils peuvent perdre ceux qu'ils aiment? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.